Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Attrape TV, votre chaîne qui parle de catch. Aujourd'hui, on se retrouve dans un programme à jour, très à jour, parce que on va parler d'AEW Full Gear qui a eu lieu cette nuit. Je viens à peine de finir le visionnage, donc du coup je vais vous en parler, je serai tout seul pour cette vidéo. Et on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite, c'est parti. Attrape! Avant de commencer cette critique de AEW Full Gear pour le Patouche à mon catch numéro 6, il me semble, je vous invite humblement à vous abonner à la chaîne, bien sûr, à commenter, à liker, à laisser un petit pouce dans les airs, comme on dit, pour m'encourager, pour encourager la chaîne, non plus à qu'elle se développe, bien sûr, voilà. C'est ce qui fait vivre la chaîne, vos commentaires, vos likes, vos partages, tout ça c'est bien sûr ce qui motive moi toutes les semaines à vous fournir un travail, vous partager mon avis d'une façon assez cool, j'essaye en tout cas, voilà, et d'ailleurs je vais faire une autre transition avant de passer d'AEW Full Gear, je vais faire un petit peu des recommandations, parce que voilà, vu que vous le savez, j'enregistre les vidéos au préalable, donc forcément il y a des shows qui se passent entre le moment où j'enregistre et le moment où vous entendez, vous écoutez cette vidéo. Donc du coup je vais vous recommander très rapidement, même si vous l'avez sans doute vu, NXT, Halloween Havoc qui était un très bon gros show, c'était pas forcément un pay-per-view, c'était plutôt un show spécial NXT, un show qui m'a vraiment beaucoup plu, donc je vous invite vraiment à aller le voir. J'en parlerai peut-être si ça vous intéresse ces prochaines semaines, même si ça sera plus forcément à jour. Mais voilà, je vous invite à aller voir NXT, Halloween Havoc, et également le show qui est disponible sur VXV Now de Bodyzoy Wrestling, le show que vous avez pu visionner sur C'est ça le catch, pour ceux qui étaient présents pour le soir de la diffusion, de la première diffusion. Mais il est disponible sur le VXV Now désormais, donc vous pouvez le voir bien sûr quand vous voulez si vous abonnez au VXV Now. Très bonne plateforme de cette promotion allemande de catch, où on peut également voir des catcheurs comme Walter. Voilà, ça peut être très intéressant. On commence ce show, ce AEW Full Gear 2020. On est toujours à Jacksonville, en Floride. On n'a pas changé d'arène pour le coup. On est toujours dans la même arène que les AEW Dynamite. Mais on a un petit peu adapté l'arène pour se mettre à jour en termes de pay-per-view, voilà, avec des petits décors, des choses comme ça. Bien sûr, on est obligé de rester sur place, donc je vais pas forcément prendre ça en compte. C'est quelque chose qui, moi, me déçoit personnellement, mais ça, on peut tout à fait comprendre et ça peut tout à fait se justifier par le protocole sanitaire qui est en ce moment, donc c'est pas très grave. Cette fois, j'ai regardé le buy-in, chose que je fais pratiquement jamais, hein. Mais là j'ai voulu le voir parce que tout simplement c'est le match pour le titre féminin NWA. Je suis très fan de la NWA, donc depuis très longtemps maintenant, depuis les années 70, il me semble qu'elle existe cette promotion. Donc voilà, je suis très content de l'avoir autant mise en avant, même si il y a des choses à dire, mais qui sont forcément externes à ça. Peut-être que je m'attarderai après cette critique de ce match. Donc on avait Serena Deeb qui est la nouvelle championne NWA, qui a battu Thunder Rosa à des shows, c'était le show Wrestling Network, non, United Network Wrestling, quelque chose comme ça, je sais plus. C'est des shows qui sont en partenariat avec NWA, donc on peut voir beaucoup de catcheurs NWA et d'autres catcheurs d'autres promotions, qui est diffusé, il me semble, hebdomadairement, toutes les semaines du coup. Où du coup on a des matchs avec des catcheurs NWA et on a eu ce changement de titre lors de ces shows-là. Il me semble que les shows sont disponibles sur YouTube, peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est assez facile de les trouver, vous pouvez sans doute les trouver très facilement. Du coup, Serena Deeb, qui est une ancienne catcheuse de WWE, qui a fait partie de la Straight Edge Society avec CM Punk pour les plus anciens en 2009, qui affronte Alicia Kay, qui est également une ancienne catcheuse, mais du côté d'Impact. Elle s'appelait Sienna du côté d'Impact, je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas elle s'appelait comme ça, qui a eu d'ailleurs un règne de championne knockout très correct et qui est une catcheuse aussi très correcte. Voilà, c'était un match qui était plutôt sympathique. J'ai pas noté grand chose sur ce match-là, hein. C'était une bonne opposition. J'avais un petit peu peur, je vous avoue, avec Serena Deeb, que je trouve pas non plus incroyable. Je la trouve très sympathique, très fluide dans le ring, mais pas non plus quelque chose qui me transcende. Mais là, l'opposition des deux était quand même très cool, j'ai vraiment bien apprécié. Donc voilà, c'était un bon pré-show de buy-in, pardon. Bien sûr, on dit buy-in, hein, du côté de W, on se trompe pas. Voilà, également, après cette victoire de Serena Deeb, qui a remporté la victoire quand même, elle conserve son titre, je vais envie de dire logique. C'est Thunder Rosa, là j'étais très étonné, Thunder Rosa qui arrive et qui confronte Serena Deeb, donc j'imagine que le programme entre elles deux n'est pas terminé, et je suis très content qu'on continue à voir Thunder Rosa du côté d'AEW. On a eu quelques rumeurs hein, après ce changement de titre qui a été un petit peu brutal sur le fait que Thunder Rosa devait apparemment commencer
du côté d'NXT à Halloween Havoc. Après, c'est que des rumeurs, hein, donc bien sûr, ça peut être démenti très facilement. Mais voilà, où apparemment elle avait des problèmes avec AEW, peut-être avec le management, ou également qu'elle était toujours signée du côté de NWA. Du coup, on voulait pas forcément plus que ça la mettre du côté d'AEW. Quelles qu'en soient toutes ces rumeurs, force est de constater que Thunder Rosa est présente ce soir. AEW Full Gear, c'était très étonnant de l'avoir là, je suis très très content et j'espère qu'on va avoir un programme entre elles deux parce que ça peut vraiment créer du contenu. Et la chose un petit peu fâcheuse à dire quand même, c'est que le seul moment où je suis intéressé par les femmes du côté d'AEW, c'est quand on voit la NWA. Voilà, c'est pour dire que c'est même pas leur division à eux qui m'intéresse. Mais bon, ça j'en reviendrai plus tard pendant le match féminin pour le titre AEW féminin bien sûr. Voilà, c'était le buy-in, très très correct, c'était cool. On a eu bien sûr les promos habituels d'à peu près tous les matchs pour les mettre en avant, c'était ça aussi très sympathique. Voilà, vous connaissez le buy-in, un classique. Et on commence le show principal avec un match directement avec un enjeu, c'est la finale du tournoi pour déterminer le challenger numéro 1 au titre AEW champion du monde. C'est Kenny Omega du coup qui affronte Eggman Adam Page, cette finale tant attendue, cette confrontation également tant attendue. On attendait vraiment quelque chose d'assez incroyable, moi aussi j'attendais quelque chose d'incroyable, déjà parce que comme vous le savez peut-être bien sûr, je suis fan de Kenny Omega donc forcément on attend un 5 étoiles, un 7 étoiles pardon, excusez-moi bien sûr, Dave Meltzer ne nous trompe pas. Kenny Omega contre Eggman Page c'était un match très correct. Voilà, c'était un match très très correct. Malheureusement pour moi, je l'ai trouvé, je vais pas dire faiblard, c'était un très très bon opener, hein, on va pas se mentir. Mais je l'ai trouvé, je vais pas dire décevant, mais je m'attendais quand même à quelque chose de plus incroyable. Forcément, on n'est pas là pour faire un match qui va voler le show, c'est pas du tout le but, on est là pour faire la finale de ce tournoi-là, pour déterminer le prochain challenger au titre de Jon Moxley. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas s'il va y avoir une autre confrontation. Je pense honnêtement qu'il va y avoir une autre confrontation. Mais voilà, j'étais quand même très très content de ce combat-là. C'est Kenny Omega qui remporte la victoire. Voilà, c'était après un buckshot lariat qui avait été contré directement en V-trigger et qui arrive ensuite difficilement, mais quand même il arrive à le porter, le One Wing Angel, donc sa finisher. Et du coup qui rive les épaules d'Eggman Adam Page pour un compte de 3 au sol. Voilà, c'était un match qui était quand même très très sympa. Je vous invite vraiment à aller le voir. Je sais pas du tout combien de temps il a duré. Je vous avoue, j'ai pas du tout regardé la durée de ce match. Je pense qu'il a duré moins de 20 minutes. C'était quand même très très cool à voir. Les deux ont vraiment une bonne alchimie pour le coup. Donc voilà, j'attends la suite de l'histoire parce qu'il va y avoir une suite de l'histoire. Et ça aussi d'ailleurs, on reviendra sur ça un petit peu plus tard, comme quoi on va revenir sur beaucoup de choses plus tard. Le deuxième match de ce show principal, c'était Orange Cassidy qui affrontait John Silver, le numéro 4 du Dark Order bien sûr. John Silver qui commence à être bien mis en avant, hein. Ça c'est très très cool. Orange Cassidy qui sort d'une rivalité avec Chris Jericho, d'une victoire d'ailleurs. Pour ceux qui l'ont oublié, il a gagné la rivalité avec avec Chris Jericho bien sûr. Orange Cassidy qui gagne la rivalité avec Orange Cassidy bien sûr. Donc du coup on avait un match qui était très sympa. J'ai eu beaucoup peur, ça se dit pas du tout, vraiment je suis fatigué, je suis désolé. J'ai eu peur en tout cas pendant le début du match avec cette sorte de dynamique entre Orange Cassidy bien sûr qui fait toujours le fainéant et John Silver qui fait un petit peu le mec fou, le bulldog. Voilà, j'aime bien le comparer à un bulldog un petit peu. Mais heureusement ça n'a pas duré très très longtemps et ensuite ça s'est enchaîné. Et quand ça s'est enchaîné, c'était vraiment très très cool. Enfin un match en pay-per-view pour John Silver. Je sais pas s'il a eu un match avec Ryan Reynolds. Avec Ryan Reynolds, pas du tout. Si c'est ça, son coéquipier sur le Dark Order. Je sais même plus ce que je raconte. Mais voilà, il a un match solo contre Orange Cassidy en plus. C'était un super match. Ça a vraiment été super cool à voir. John Silver qui commence vraiment à se faire une grosse place du côté d'AEW. Je le connaissais pas personnellement. Avant AEW, je sais qu'il avait catché à la CZ. Il me semble, peut-être que Cody des rebuts du catch peut me corriger. Mais en tout cas, voilà, je suis très très content de le voir mis en avant ces dernières semaines. Il transcende les shows. Voilà, dès que je le vois, il est incroyable. Et j'ai l'impression que la AEW a compris ça, donc ils l'ont mis en avant dans ce programme-là. Avec Orange Cassidy qui remporte quand même la victoire, parce que Orange Cassidy est quand même sur la pente montante. Donc il faut pas qu'il perde tout son momentum, comme on dit, contre John Silver, qui est encore pas forcément plus établi que ça.
Mais voilà, c'était un match très très sympathique qui dure pas non plus extrêmement longtemps. On commence avec un petit peu de comédie, puis on enchaîne sur du vrai catch assez poids léger, hein, qui vole un petit peu de partout. Et ça, c'était très très cool. Donc une victoire d'Orange Cassidy qui conserve son momentum. On passe au prochain match, oui, sans transition aucune. On passe au prochain match pour le titre TNT de la W, le titre qui s'aime pas dire secondaire, mais qui est secondaire. Voilà, le titre secondaire d'AEW. On a Darby Allin, bien sûr, qui va aller chercher le titre, qui va affronter, je le dis, attention, qui va affronter Cody Rhodes. Eh oui, Cody qui reprend, qui reprend son nom de famille enfin. Voilà, vous avez pu le suivre dans les news, j'imagine, ces derniers jours, sur les réseaux sociaux ou sur des sites de news de catch. Cody qui a retrouvé son nom, la WWE a décidé de faire un deal avec lui en reprenant quelques noms WCW qu'il avait copyrightés en échange de son nom. Donc du coup voilà, apparemment on veut à tout prix le nom de Cody, donc du coup voilà, on a dealé comme ça avec l'ennemi, bien sûr. Et voilà, c'était un match que j'ai pas trouvé fou. J'ai pas trouvé fou, c'est une dynamique qu'on a vu et revu. Donc avec un Cody qui est le main eventer par excellence, et Darby Allin qui est l'underdog, comme on dit, hein, le mec qui va se prendre tous les coups et qui va quand même se relever. Et en fait, ça n'a pas été vraiment plus que ça pendant tout ce match. On a eu le tournant, on va dire, du match avec Darby Allin qui se fait jeter à l'extérieur par Cody directement sur son bras, et du coup, on va jouer sur ça pendant tout le match, où Cody va se concentrer sur le bras droit, il me semble. Non, le bras gauche, excusez-moi. Le bras gauche de Darby Allin pendant pratiquement tout le match. Ça, pour le coup, c'est du catch intelligent. Mais ça a été très, très long, j'ai envie de dire, très long pour ce que ça a été. J'ai vraiment beaucoup apprécié quand même le combat. C'est une dynamique qui fonctionne très bien dans le monde du catch, hein. Je vais pas dire le heel parce que Cody est pas heel, même si là il se comporte quand même comme, en tout cas pendant le match, comme quelqu'un de très arrogant, de très sûr de lui, de très dominateur. Contre Darby Allin qui se relève de tout, mais ça c'est un petit peu son personnage aussi. Mais malheureusement, à part vers la fin du combat, Darby Allin n'a vraiment eu pratiquement aucun moment où il a dominé le combat, où il est revenu. Et je trouve ça un petit peu dommage pour le coup, parce qu'il passe pas forcément pour quelqu'un de très très fort, même si c'est le but, j'imagine. Mais le gros point noir que j'ai aussi sur ce match, c'est surtout la fin. Alors, à la fin, d'ailleurs avant la fin, je passe une petite parenthèse, mais on a eu un magnifique crossroads du haut de la troisième corde qui était très très bien porté. Darby Allin qui se prend un coup magnifique et qui roule pendant tout le ring, et c'était très très bien fait pour le coup, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais à la fin du match, on voit une série de roll-up qui se passe, et finalement Darby Allin arrive à faire le combo 3 sur un roll-up comme ça. Et j'ai trouvé ça très très dommage. Je me suis dit, putain, on a une fin totalement Cody-esque, de Stietz même, on pourrait dire, hein, ouais, à son père. Mais j'ai l'impression que depuis que Cody a fait son passage du côté d'NWA avec cette rivalité avec Nick Aldis pour le titre NWA, il s'est dit d'un seul coup, oh, putain, c'est bizarre parce qu'on peut finir des matchs avec des roll-ups. Du coup, il en fait vraiment, vraiment régulièrement, vraiment trop, je trouve même, pour qu'il y ait une réelle surprise en fait maintenant quand je vois un match de Cody qui se termine sur un roll-up. Je suis pas surpris, je suis pas étonné, je me dis pas oh là ça sort de nulle part, trop cool. Je me dis bon bah encore une fois un finish roll-up. Et je trouve ça très très dommage. Voilà, je trouve ça très très dommage. Je sais que sa dernière rivalité avec Mr. Brody Lee s'est terminée de manière clean avec finish et tout ça. Mais j'ai vraiment l'impression, peut-être que c'est vraiment que moi, mais qu'il y a beaucoup de matchs de Cody qui se terminent sur des roll-up. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce qu'on n'a plus cette sensation de surprise en fait quand ça se passe, alors que pour moi les roll-ups ça devrait être assez rare, et ça devrait être je sais pas unique, j'ai pas envie de dire unique, mais quelque chose de surprenant. Voilà, on s'y attend pas et ça se passe. Donc forcément je suis un petit peu déçu de cette fin. Le travail est quand même très bien effectué, donc on a Darby Allin qui devient nouveau champion de TNT, qui apparemment devient le visage de la chaîne de télé TNT, où est diffusé AEW Dynamite bien sûr. Mais il n'en sort pas forcément puissant, donc il en sort touchable, donc on peut mettre des adversaires derrière qui vont le mettre très très à mal. J'imagine qu'on va quand même avoir des confrontations qui vont être très intéressantes, parce que Darby Allin c'est quand même un projet très très intéressant du côté de AEW. Voilà. Après le match, du coup, on a Cody qui
continuer à se mettre en avant. Je suis désolé, hein. Vous allez sans doute dire que je crache souvent sur Cody, mais des fois je peux pas m'en empêcher. Donc Cody qui s'agenouille pour donner le titre à Darby Allin, voilà, comme si c'était le nouveau roi. Je me suis dit putain, c'est dommage. Il gagne sur un roll-up et puis après Cody s'incline comme ça, comme si il avait fait la différence pendant tout le match, alors que c'est pas le cas. Donc voilà, il y a une intervention de Taz juste après ça qui fait une petite promo, et ensuite on a Ricky Starks et Brian Cage qui interviennent pour massacrer les deux. Donc ils défoncent Cody, ils défoncent Darby Allin et qui le font passer à travers le décor. D'ailleurs, ça c'est cool parce que... Enfin, ça c'est cool, tout est relatif. Mais l'année dernière, pendant Full Gear, on a eu exactement le même spot. Il me semble que c'était Kenny Omega et John Moxley. Où Kenny Omega portait un V-Trigger directement, ou alors c'était peut-être John Moxley, je sais plus, à travers le décor avec ce sorte de néon là posé au sol avec le logo de Full Gear dessus. Et ben on a eu exactement le même spot avec Brian Cage qui balance Darby Allin à travers. Je me suis dit, le truc était installé depuis le début, et dès que je l'ai vu, je me suis dit, bon, il va y avoir un spot avec. Donc du coup, ça m'a fait rire quand il y a eu le spot avec. Je me suis dit, bon, apparemment, dès qu'ils mettent ce truc là, ils sont obligés de faire le spot avec, c'est obligé. Donc voilà, mais sinon, c'était une intervention forcément pour mettre en avant la Team Taz qui massacre Darby Allin et qui, d'ailleurs je l'ai pas noté, mais qui finissent sur sa voiture. Il est rentré avec une voiture un petit peu customisée, je trouve ça très très cool. Et du coup ils finissent par l'exploser sur la voiture, et juste avant d'essayer de lui blesser le bras encore plus, et ben on a Will Hobbs, le nouveau signé du côté W, le grand baraquet noir, si vous voyez pas de qui je parle, qui intervient avec une chaise et qui fait fuir les deux. Et du coup ça se finit sur Darby Allin totalement mort sur sa voiture. Et voilà, c'était quand même une très bonne confrontation, même si je vous ai déjà relevé les défauts que j'ai notés, donc avec l'omniprésence de Cody qui est obligé de se mettre en avant même quand il perd, et ces roll-ups qui me font malheureusement plus rien. Voilà, mais j'ai quand même hâte de voir la suite autour de Darby Allin, en espérant quand même que Cody ne se mêle pas forcément plus que ça à toute cette histoire, parce que ça serait quand même vachement redondant, je trouve. Voilà. On a eu ensuite le combat pour le titre féminin. Voilà, j'ai dit que j'allais revenir sur ça, mais forcément on revient sur ça. À noter aussi d'ailleurs, je fais vite une aparté encore une fois, avant de passer au titre féminin. Mais on a apparemment, pendant ce Full Gear, AEW a décidé de mettre en avant Dynamite. Donc du coup on a eu des matchs annoncés pour le prochain Dynamite pendant le Full Gear. Moi c'est une pratique qui me révulse totalement. Pourquoi est-ce que tu mets en avant ton show hebdomadaire, même si ça peut se comprendre tout à fait, mais pourquoi est-ce que tu annonces des matchs pour ton show hebdomadaire pendant un pay-per-view? Pour moi ça n'a vraiment aucun sens. Les pay-per-view ils sont là pour voilà, ils sont au-dessus, ils sont pas là pour annoncer le truc d'après, c'est bizarre. Voilà, donc du coup le match pour le titre féminin d'AEW, Hikaru Shida qui défend son titre contre Nyla Rose, qui est accompagnée de Vicky Guerrero. Voilà, c'est un match que j'attendais plutôt pas mal. Nyla Rose qui est de retour autour du titre AEW. Ça me faisait vraiment vraiment plaisir. Et Hikaru Shida qui est crédible en tant que championne. C'est assez rare de le dire hein, du côté de AEW qu'une championne féminine est crédible. Mais Hikaru Shida est vachement crédible, même si j'ai du mal avec sa finisher. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait un petit peu chier pendant ce combat-là. Le combat est très sympa quand même si j'ai du mal avec la façon dont Nyla Rose est bookée du côté d'AEW. C'est quand même, voilà, on va pas se mentir, hein, c'est une poids lourd, c'est une meuf quand même qui a un gabarit assez imposant, et qu'elle soit bookée comme, en tout cas pendant ce combat, comme quelqu'un qui est pas si dangereux que ça, même si elle reprend l'avantage à certains moments. Mais Hikaru Shida arrive à la mettre au sol sans difficulté, sans forcément andouiller plus que ça. Et je trouve ça vraiment dommage comme booking. En fait, je trouve ça un choix très très étrange. Et voilà. Hikaru Shida, bien sûr, c'est pour continuer à la mettre en tant que championne dominante. Ce qui a été le cas durant cet affrontement, ça a été très très bien fait. A noter d'ailleurs que Nyla Rose s'est concentrée sur la jambe d'Hikaru Shida, et ça c'était très très cool, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Nyla Rose qui commence à avoir du catch intelligent, et ça c'est à noter quand même, parce que c'est pas non plus qu'une poids lourd, c'est aussi une catcheuse qui commence à progresser, ça se voit vraiment beaucoup. Voilà, je m'attarde pas plus sur le match en tant que tel que ça, je vais vraiment m'attarder sur la fin, que j'ai trouvé vraiment très 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 mal exécutée, hein. J'ai vraiment trouvé ça très étrange. On a Hikaru Shida qui a réapporté son finish, donc je reviens forcément sur ça. Je déteste sa finish. Voilà, je déteste sa finish, ce sort de coup de pied en courant dans les cordes, sans pratiquement aucun élan. Je trouve ça, mais d'une nullité, c'est incroyable.
fait, c'est juste un coup de pied, c'est très basique. C'est une prise que, enfin, c'est un coup même que John Morrison porte assez régulièrement. Il n'y a pas d'intensité dans ce coup-là, je comprends pas pourquoi c'est ça finish en fait. Si c'était un running knee comme Daniel Bryan, j'aurais dit pourquoi pas, mais là c'est pas du tout le cas. C'est vraiment un penalty en fait. C'est un penalty tout simplement. Donc voilà, je déteste déjà sa finish. Donc pour en revenir, si vous entendez des clics bien sûr, c'est parce que je suis en train de reprendre des notes aussi en même temps. Mais du coup, on a Hikaru Shida qui porte sa finish et qui, avant le compte de 3, relève la tête de Nyla Rose et qui, à ce moment-là, a un sourire assez malsain. Je trouvais ça cool, je me suis dit putain, elle commence à avoir de l'attitude et tout, super cool. Et juste après ça, plus rien. Elle se projette dans les cordes pour reporter sa finish. Vicky Guerrero qui essaie de lui tenir les jambes mais qui arrive pas, mais quand même qui arrête Hikaru Shida. Hikaru Shida qui du coup se retourne pour essayer d'attaquer Vicky Guerrero. Nyla Rose qui se relève bien sûr pour l'attaquer. S'ensuit un cafouillage à l'extérieur ignoble où Hikaru Shida arrive à contrer Nyla Rose et la pousser sur Vicky Guerrero. À noter d'ailleurs le tombé le plus safe de l'univers de Vicky Guerrero, hein, vraiment. Nyla Rose la touche même pas. Elle tombe vraiment, elle tombe comme du n'importe quoi, comme on pourrait dire. Mais là, c'était vraiment ridicule. Suite à ça, Hikaru Shida remet Nyla Rose sur le ring et porte plein de fois sa finish, donc son coup de pied là, ridicule. Elle porte plein de fois des coups de pied comme ça directement dans le visage de Nyla Rose et elle la met à terre et elle fait le tomber pour un compte de 3. Et j'ai trouvé ça mais d'une nullité, franchement je vais pas vous mentir, hein, je vais pas mâcher mes mots, c'est aussi une réaction à chaud. Si vous entendez des bruits, c'est mon ventre qui est oui parce que j'ai toujours pas mangé. Donc du coup oui, c'était d'une nullité assez affligeante. Après le match, bien sûr, Hikaru Shida, elle part en tant que championne. Et Vicky Guerrero vient crier sur Nyla Rose et la gifler. Et Nyla Rose qui dit rien et qui s'en va un petit peu déçue. Voilà, j'ai trouvé cette fin, mais vraiment nulle. Hikaru Shida, sa finish, elle est vraiment... Mais elle manque d'intensité, c'est incroyable. Donc du coup, quand elle porte tous ces coups-là et qu'elle fait la finish, je me dis, quoi? C'est ça la fin du match? En plus de ça, juste avant, on a eu, je vais pas dire un botch, c'est pas un raté, mais vraiment un manque d'intensité sur Nyla Rose qui se prend Vicky Guerrero. J'ai trouvé ça, ou l'inverse, Vicky Guerrero qui se prend Nyla Rose plutôt, mais j'ai trouvé ça très 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 mal exécuté. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que, encore une fois, même quand l'opposition m'intéresse, je trouve qu'il manque réellement quelque chose dans ce qui est proposé sur le ring. Il y a un manque de chorégraphie, on pourrait dire, même si j'aime pas trop ce pot dans le catch. Mais voilà, on dirait que c'est pas assez bien travaillé pour qu'on y croit, et j'arrive pas à comprendre comment ils ont pu se dire ça passe, parce que ça passe pas du tout. Voilà. On passe au gros match, le match par équipe, le match pour les titres même par équipe. Un match qu'on attend depuis des années, on pourrait même dire ça 3 years in the making, tellement on attend ça depuis longtemps. Les FTR qui affrontent du coup les Young Bucks, les FTR qui sont les champions, AEW contre les Young Bucks qui reviennent un petit peu avec de l'attitude dans cette rivalité qui attaque un petit peu tout le monde, qui sont devenus les challengers numéro 1. Après un match, voilà, j'en ai un petit peu parlé déjà sur la chaîne, mais qui m'a fait très très peur, surtout sur l'état d'un des catcheurs pendant ce combat-là. Mais du coup, ce combat-là, c'était un match qu'on attendait toutes et tous, bien sûr, même vous, je sais que vous l'attendez, même si vous n'êtes pas fan de AEW, même si vous n'êtes pas fan de l'ancien Revival FTR. Mais voilà, c'est un match qu'on attendait forcément tous beaucoup, et qui m'a pas déçu. Il m'a pas déçu, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette opposition de style. Les Young Bucks qui rendent des hommages pendant pratiquement tout le match à plein d'équipes, même d'ailleurs, même FTR rend des hommages à plein d'équipes assez légendaires dans le monde du catch durant cet affrontement, et je trouvais ça très très cool. C'était bien exécuté, les deux campent très très bien leur rôle. On voit par contre qu'ils en gardent assez sous la réserve pour éventuellement d'autres confrontations, et je trouve ça un petit peu dommage, parce qu'on est quand même à un très très gros show. Full Gear, pour moi, je vais pas dire que c'est le plus gros show de AEW, mais ça fait partie en tout cas de ce que je considère comme le plus gros show de AEW. Donc c'est un petit peu dommage qu'ils en gardent sous le pied, mais c'était quand même une très très bonne confrontation. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'alchimie entre ces quatre personnes, ces quatre catcheurs. Voilà, j'en doutais pas plus que ça, mais c'était vraiment très très cool. Il y a quand même quelques imprécisions, mais ça c'est pas très très grave. Je vais les noter quand même pour les imprécisions, mais il y a un moment où
où FTR porte un magnifique une finish, c'est la finish des Steiner Brothers, donc Cash Wheeler, faut que je me fasse à leur nouveau nom, j'ai pas encore l'habitude. Cash Wheeler qui porte du coup l'un des Young Bucks, il me semble que c'est Matt, il me semble que c'est Matt, il le porte sur ses épaules comme un electric chair, si vous voyez de quoi je parle. Et du coup, j'allais dire Scott Dawson, mais plus du tout, Axe Hartwood, qui est sur la troisième corde et qui porte un bulldog. Voilà, c'était super bien exécuté. Et juste après ça, on a Cash Wheeler qui fonce sur Nick qui était dans le coin. Et à ce moment-là, je me dis, putain, ça peut être le tournant du match, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, il se passe pas grand-chose. Et les deux qui étaient du coup à l'extérieur à ce moment-là reviennent sur le ring de manière assez logique. Et je trouvais ça très 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 dommage. Parce que c'est des moments où c'est des grosses prises qui s'enchaînent et qui sont très bien exécutées et qui doivent faire une sorte de tournant du match, mais ça n'a pas été le cas. Voilà, j'ai quand même bien apprécié aussi tout ce travail sur le bras, enfin la main, plutôt la main de Dax Hartwood. Putain, faut vraiment que je m'y fasse, c'est difficile. Hein. Voilà, que j'ai bien aimé d'ailleurs, il s'est fait réellement mal parce qu'il était ouvert à la main. Donc du coup, voilà, c'était un match que je vous invite vraiment à aller voir. Le tournant du match, forcément, parce qu'il y en a un, c'est le moment où Dax Hartwood demande à Matt de le frapper avec cette chaise, qu'il hésite, et que son frère Nick, Nick Jackson, du coup le frère de Matt, lui dit de pas le faire. Cash Wheeler en profite pour porter directement un powerbomb sur la table à l'extérieur à Nick, qui était sur le bord du ring. Et là, on enchaîne d'ailleurs très très bien jusqu'à la fin du match, où FTR reprend l'avantage forcément. C'était super cool. C'était super cool. Cash Wheeler qui essaie de reporter ce sort de spear à l'extérieur sur Nick qui l'évite du coup parce qu'il l'a pris déjà une fois donc il l'évite et on revient sur le ring avec les deux équipes. Cash Wheeler qui prend la relève après que Dax Hartwood soit pris un 450 splash de Nick. Il prend la relève et il provoque à ce moment-là Matt qui est sur le ring, qui est l'homme légal sur le ring. Et qui malheureusement le provoque beaucoup trop jusqu'à essayer de porter un springboard 450 splash d'ailleurs qui était très très bien porté. Donc bien sûr hein, le springboard 450 splash qui est juste incroyable. J'étais vraiment très très étonné hein, de voir Cash Wheeler pouvoir porter ce genre de prise, qui d'ailleurs Cash Wheeler je l'ai pas noté, mais qui est dans une forme incroyable. Voilà, il est bel homme franchement Cash Wheeler. Donc du coup forcément il rate son 450 splash et Matt qui en profite pour porter un super kick avec sa jambe blessée pour ensuite faire le tomber et remporter du coup les titres par équipe. FTR qui sont défaits et les Young Bucks qui deviennent les nouveaux champions AEW par équipe, la première fois qu'ils remportent ces titres-là, leur titre on pourrait dire même. Et voilà, c'était très très bien exécuté. La fin m'a un petit peu déçu, je trouve ça un petit peu faible de gagner sur un super kick, mais pourquoi pas. Voilà, je suis certain que c'est pour créer la suite de l'histoire et forcément il faut en garder un petit peu dessous. Mais voilà, j'aurais préféré qu'il gagne peut-être avec plus qu'un super kick, juste un simple super kick, surtout avec son pied blessé. Mais pourquoi pas, j'accepte, voilà, tant pis, j'accepte, c'est pas grave. Mais voilà, la confrontation est quand même très 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 bonne. Et je suis très très content d'avoir enfin ce match. Si vous entendez une sirène de pompiers, c'est parce que j'habite dans le Bronx toujours, vous le rappelez. Mais voilà, je vous invite vraiment à aller voir ce match, ne serait-ce que parce que vous voulez regarder du bon catch par équipe, même si vous n'êtes pas forcément fan des deux équipes, mais voilà, c'était quand même très très cool. On passe au match suivant, qui est un match un petit peu spécial. Voilà, on dirait une vidéo d'intro de youtubeur un petit peu spécial. C'était le Elite Deletion match entre Matt Hardy et Sammy Guevara. Donc on est sur un match cinématographique, bien sûr, vous en doutez bien, avec cette appellation. Donc on est directement dans la propriété de Matt Hardy. Ça me rappelle un petit peu le Final Deletion qu'on avait eu du côté d'Impact Wrestling il y a maintenant quelques années. Voilà, je vais le dire, mais un petit peu moins bien, forcément. On s'attend à ce qui va se passer, donc on est beaucoup moins surpris avec tous ces twists et ce côté un petit peu kitsch que Matt Hardy nous propose dans cette confrontation, mais c'était quand même très très sympathique. On a eu la surprise de voir Gangrel. J'étais très très surpris de le revoir ici, qui d'ailleurs participe jusqu'à la fin du match après être arrivé à côté du lac, le lac de la réincarnation bien sûr. Et voilà, je note encore une... Je suis vraiment désolé, mais je reviendrai aussi à la fin de cette critique sur les petits points noirs. Mais à noter voilà, l'intervention qu'on a eu bien sûr de Santana et Ortiz qui sont venus un petit peu aider Sammy Guevara. Sauf qu'on avait les privés de partie qui étaient là, enfin qui étaient dans leur voiture et qui savaient à ce moment-là que Santana et Ortiz étaient présents. Mais ils sont pas sortis tout de suite, ils ont attendu que Matt Hardy se fasse bien défoncer avant d'arriver. Voilà, c'est le genre de petits détails qui peut-être pour vous ne veut rien dire, mais pour moi c'est
je trouve ça mais totalement idiot. Mais voilà, ça m'a pas empêché quand même de prendre un petit plaisir coupable. Voilà, c'est le plaisir coupable, hein, on va pas se mentir, les matchs cinématographiques de Matardi. Donc voilà, on a eu une magnifique référence qui m'a fait mourir de rire avec Hurricane Helms, bien sûr, The Hurricane qui s'était fait kidnapper par Gangrel au bord du lac de la réincarnation. Et là, il lui dit une chose que j'avais totalement oubliée, mais qui m'a fait mourir de rire. Il m'a fait, mais Matt, ça fait 3 ans que tu m'as laissé ici, qu'est-ce que tu faisais? Et bien sûr, parce que la dernière fois que Hurricane Helms est passé dans un match de Matardi, dans un match cinématographique de Matardi, c'était il y a 3 ans maintenant. Il me semble que c'est du côté d'Impact. Et du coup, ça m'a fait extrêmement rire. Parce qu'en plus, derrière, Matardi répond non, mais t'inquiète pas, c'est du booking à long terme. Et j'ai trouvé ça hilarant. Voilà, j'ai trouvé ça hilarant, c'était super cool. Voilà, on a fini le match, après des feux d'artifice et tout le tralala, bien sûr, vous en doutez bien. On a fini le match dans ce hangar qui avait vu déjà la fin du match entre Jeff Hardy et Matt Hardy à l'époque des premiers matchs cinématographiques de Matt. Voilà, donc dans ce hangar où on finit d'une très très belle manière. J'ai vraiment beaucoup apprécié avec Sammy Guevara qui s'est d'abord jeté depuis le haut de l'échelle directement sur la table sur Matt Hardy en portant un soupçon de bombe. Et après ça, Matt Hardy arrive à reprendre l'avantage en se jetant à l'extérieur directement sur une table et qui brutalise totalement Sammy Guevara en lui assénant des coups de chaise dans la tête, qui finit d'ailleurs avec un concerto. Voilà, la prise de Edge bien sûr quand il frappe sur l'arrière du crâne avec la chaise. Et Sammy Guevara qui était très 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 mal en point et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette fin, je trouvais ça très cool. Après ils le mettent d'ailleurs dans une poubelle avec les private parties. Et voilà. Voilà, c'était très sympathique, c'est le genre de plaisir coupable quand on est fan de catch, quand on se dit putain c'est tellement kitsch, et quand on n'est pas fan de catch, on doit détester ce genre de truc, mais nous on s'est dit pourquoi pas. D'ailleurs la présence de Senior Benjamin m'a fait chaud au cœur. Voilà, moins de la fan de Matt Hardy, mais Senior Benjamin m'a fait vraiment plaisir de le revoir. Voilà, il y a eu une petite vibes un petit peu Impact Wrestling de l'époque que j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié. On enchaîne avec un match qui est pas non plus le match le plus technique du monde. C'est MJF contre Chris Jericho. La petite stipulation, bien sûr, c'est que si MJF gagne, il rejoint l'Inner Circle. Voilà, c'était une confrontation très très cool. Chris Jericho qui arrive vraiment comme un babyface incroyable. C'est le top babyface. Le mec qui applaudit, il se cache même pas de sourire, de se faire encourager par les fans. Donc Chris Jericho, je vais pas dire officiellement face, mais clairement présenté comme face, et même lui, il se considère un peu comme le gentil de l'histoire. Donc voilà, pourquoi pas. Le match en tant que tel, il est pas non plus notable, hein. C'est un Chris Jericho vieillissant, toujours, mais qui a réussi quand même à faire une prestation très correcte. MJF qui continue d'être ce personnage heel un petit peu arrogant, qui triche, c'est d'ailleurs comme ça qu'il va gagner. Donc forcément, il montre pas non plus le meilleur de son in-ring, alors que pour ceux qui le connaissent d'avant AEW, vous savez sans doute que c'est un très très bon, enfin très très bon, tout est relatif, mais en tout cas je trouve que c'est un très bon performeur in-ring, technicien. Voilà, il est très très complet comme catcheur. Mais voilà, on a eu les gimmicks habituels de Chris Jericho avec le fait qu'il prenne la caméra et qu'il fasse un doigt d'honneur avec la caméra. Tout ça, c'était du classique Chris Jericho. Je n'en ai pas forcément à voir le match dans son entièreté, mais c'était quand même très très sympathique. On a eu le tournant du match, la fin du match. Il y a toujours des tournants dans tous les matchs. La fin du match avec MJF qui porte son armbar sur Chris Jericho, l'arbitre qui vient essayer de prendre des nouvelles de Chris Jericho parce qu'il a mal, et MJF en profite pour demander à Wardlow de ramener sa bague. Voilà, dans le dos de l'arbitre bien sûr, et il essaye de frapper Chris Jericho avec sa bague. Chris Jericho qui contre et qui réussit à se faire envoyer par Jack Hager sa batte de baseball. Mais MJF, bien sûr, beaucoup plus opportuniste que Chris Jericho, fait la fameuse Eddie Guerrero, donc qui fait semblant de se prendre le coup de batte de baseball en tombant au sol. Aubrey Edwards, qui était l'arbitre du coup, se dit qu'est-ce qui se passe, et MJF en profite pour faire un petit roll-up, tomber et remporter la victoire. Voilà, donc MJF qui rejoint officiellement le Inner Circle. C'est très cool, c'est très très cool. J'espère que cette histoire va durer un petit peu longtemps, parce que bien sûr, vous en doutez, la finalité de l'histoire, enfin en tout cas, ce que je pense moi, c'est que MJF va prendre le leadership, va devenir le nouveau chef de l'Inner Circle, et que Chris Jericho va partir pour devenir babyface de son côté. Voilà, je pense que ça va arriver à Révolution. Ce serait bien que
l'histoire autour de MJF et Chris Jericho continue jusqu'à Révolution. Pourquoi pas avoir ce tournant dans l'Inner Circle à Révolution, même si je pense qu'ils vont peut-être le faire avant. Mais je suis très très content. Le facteur que personne pratiquement a pris en compte, c'est le cas Wardlow, parce que Wardlow n'a pas rejoint le Inner Circle. Wardlow est toujours le garde du corps de MJF, mais il n'a pas rejoint le Inner Circle en tant que tel. Donc est-ce qu'on va créer une histoire autour de ça? Je ne sais pas. J'avoue que je suis pas forcément fan de ça, mais vu les circonstances et vu la façon dont est bookée la chose, que MJF laisse Wardlow pour compte parce qu'il a le Inner Circle avec lui, serait vraiment pas enfin pas du tout même étonnant. Donc voilà, on va voir la suite de l'histoire. Mais en tout cas, je suis très très content. C'était vraiment une bonne confrontation. Et du coup, après le match, bien sûr, ils se font tous un câlin. Voilà, Chris Jericho, MJF se font un câlin. Et ils célèbrent avec Jack Hager et Wardlow aussi. Voilà. C'était très cool. On passe au main event. Le dernier match, c'était le match pour le titre AEW, bien sûr. Le titre de champion du monde. A noter d'ailleurs Jon Moxley qui arrive avec écrit le champion avec le plus long règne. Je veux dire, bah merci, mais oui, on sait, étant donné qu'il n'y a eu que 2 champions. Donc pour l'instant, merci. Voilà, donc Eddie Kingston qui arrive. Il y a beaucoup de gens, en tout cas mainstream, qui connaissent pas forcément Eddie Kingston. Je le connais très rapidement, mais pas plus que ça, je me suis pas plus attardé sur sa carrière que ça. C'est quelqu'un que j'apprécie quand même beaucoup parce qu'il a vraiment une attitude très très cool sur ring. Le défaut qu'on pourrait noter sur lui, pas sur la réalité, parce que la réalité est très 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 bonne, mais c'est sa tenue, mais j'ai vraiment trouvé immonde, je suis vraiment désolé, j'ai trouvé immonde ce verre là qui fait ressortir encore plus d'ailleurs sa brioche. C'était voilà, mauvais choix peut-être, un mauvais choix de couleur. Même si la tenue est assez cool, hein, mais voilà, c'est peut-être le seul point, même j'ai envie de dire, le seul point négatif de ce combat. C'était un main event bien sûr très très violent, on était sur un I quit match, j'ai oublié de le dire, mais c'est j'abandonne, hein, c'est le premier qui dit j'abandonne a perdu. Tout est autorisé, donc on est sur un match extrême, et c'est d'ailleurs un match vraiment extrême pour le coup. Peut-être que j'en offusque certains en disant que c'est vraiment un match hardcore, parce qu'il y a forcément plus hardcore sur le circuit indépendant, mais c'est pas forcément le cas sur le mainstream, comme AEW est, hein, c'est du mainstream. Donc je suis très très content, et c'est d'ailleurs, je vais le dire, c'est dans ces moments-là où j'aime la AEW, tout simplement parce que c'est une réelle alternative. On est sur une alternative pure et dure, à aucun moment on peut avoir ce genre de combat du côté de WWE. Donc c'est pour ça, entre autres, que je regarde AEW, c'est pour avoir des matchs, une alternative tout simplement, voilà je l'ai dit, c'est une alternative. Donc voilà, Eddie Kingston qui domine la plupart du temps le match, hein, en faisant passer Jon Moxley à travers des punaises, qui utilise le fil barbelé pour le frapper. Enfin voilà, c'était un match très très extrême, voilà, ils sont tous les deux finis en sang. Et pour le coup, c'était du sang, du vrai sang, c'était pas du faux sang, comme Sammy Guevara a pu le voir pendant son combat. Mais voilà, c'était un match très très bon. Malgré tout, Jon Moxley remporte la victoire en portant sa soumission avec le fil barbelé autour du cou de Eddie Kingston. Eddie Kingston qui est obligé d'abandonner. Et j'ai trouvé une fin très très cool. On voit Eddie Kingston qui abandonne, mais qui peut pas faire autrement que d'abandonner. Et qui est terrassé. Voilà, Eddie Kingston, je sais pas du tout quelle va être la suite pour lui. Mais en tout cas, si c'était la fin peut-être dans son run en tant que real catcher, c'était un très très bon run, c'était peut-être le meilleur run de sa carrière, parce que atteindre un tel niveau dans une promotion aussi vue et regardée à travers le monde, chapeau l'artiste, ça fait vraiment plaisir de finir peut-être ta carrière, c'est purement spéculatif de ma part, mais voilà, c'était une très très bonne confrontation. Jon Moxley n'a pas eu trop d'offenses malheureusement, mais je pense que c'était pas forcément ce que voulait raconter ce match. Mais voilà, peut-être aussi le défaut, en dehors de la tenue de Kingston, c'est peut-être le fait que Jon Moxley a pas vraiment de moment où il domine la confrontation, mais il en sort quand même vainqueur, pas forcément plus fort qu'il l'était déjà avant, mais il était déjà extrêmement fort, en tout cas présenté comme extrêmement fort déjà avant, donc c'est pas vraiment non plus plus embêtant que ça. Après le match, Jon Moxley relève Eddie Kingston pour essayer de le féliciter, mais Eddie Kingston, bien sûr, avec son ego de Mad King, refuse et s'en va. Et le show se termine tout simplement avec Kenny Omega qui vient confronter Jon Moxley, et Jon Moxley qui célèbre ensuite avec sa ceinture, et voilà comment le show se termine. Voilà, en gros, c'était
c'était le full gear, hein, match par match. Je finis avec mon avis dans la globalité du show. C'était un show que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Pour le coup, il était très constant. Chose qui est assez rare quand on regarde soit la concurrence, soit d'autres promotions. Le show était vraiment constant sur tous les combats. Il y a vraiment, à aucun moment je me suis dit, oh putain, ce combat est nul. Mais vraiment, voilà, il y a des défauts. Il y a des défauts, ça c'est sûr. Moi qui suis, je vais pas dire perfectionniste, mais qui accorde extrêmement de détails, beaucoup, beaucoup dans les détails, je suis forcément la AEW manque de concrétiser ces petits détails qui ensuite font que c'est assez fou, en tout cas dans le in-ring. Et là, il y a beaucoup de choses où je me dis, ah mince, c'est dommage d'avoir fait ça, parce que sinon ça aurait pu être réellement beaucoup, beaucoup mieux amené. Et voilà. Mais sinon, dans la globalité, c'était vraiment un très très bon pay-per-view que je vous recommande vraiment d'aller voir. Tous les matchs se tenaient, les gens qui devaient être mis en avant ont été mis en avant, peut-être, comme je le dis, pas forcément de la meilleure des manières avec Darby Allin, mais on attend quand même de savoir ce qui va se passer ensuite pour lui. J'attends aussi de voir la division féminine de NWA plutôt que AEW, ce qu'elle va proposer, si elle va continuer à se taper peut-être le show Dark, qui d'ailleurs dure maintenant 3 heures. Je l'ai dit sur Twitter, mais c'est assez scandaleux quand même. Mais voilà, c'était quand même super cool. J'attends de voir le règne des Young Bucks aussi en tant que champion par équipe. La chose d'ailleurs que j'ai pas noté, c'est qu'après la victoire des Young Bucks, il y a Kenny Omega qui vient célébrer avec eux, et on voit Eggman Page qui était sur la rampe d'entrée, qui voulait aller les féliciter, mais qui finalement reste un peu sur place. D'ailleurs, c'était très, très grotesque, pardon, parce qu'il avance pas, en fait, on le voit juste au fond comme ça, comme un mec qui se fait punir dans le coin. Voilà. Donc voilà, je suis pas forcément fan des notes, je l'ai déjà dit il y a plusieurs vidéos, mais j'essaye quand même de donner des notes pour au moins que vous ayez mon positionnement par rapport à ce show. Et honnêtement, je donnerais un bon 8 sur 10 à ce show qui je trouvais vraiment très très cool. Voilà, pas grand chose à dire de plus, à part, comme je l'ai dit déjà, que dans les petits détails, c'est dans les petits détails où on a les plus grandes choses, et que ça manque peut-être de petits détails. Voilà, je vais pas du tout revenir sur le sondage cette semaine. Voilà, d'ailleurs, dites-le moi, hein, si les débats, les sondages, ça vous gave un petit peu, parce que sinon j'arrêterai, y a pas de souci. Et comme je l'ai dit d'ailleurs en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, c'est ce qui fait vivre la chaîne, c'est ce qui soutient la chaîne, c'est ce qui soutient les créateurs, pas que moi mais forcément tous. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pas touche à mon catch, et soyez toujours fiers d'être fan de catch comme disait l'autre bien sûr. Au revoir.